Une attaque dans le nord-ouest du Nigeria a encore fait des victimes. 9 soldats nigérians ont été tués dans une agression menée par des hommes armés qui opèrent dans cette région où ils sèment la terreur. Arrestation au Rwanda de 5 hommes à la suite d'une attaque. Le drame avait fait 14 morts dans la nuit de vendredi dans le nord du pays. L'escalade à Hong Kong ne faiblit pas. Plusieurs manifestations violentes ont encore eu lieu lundi. Dans ce contexte, un membre du conseil exécutif a déclaré que le gouvernement hongkongais envisageait de limiter l'accès à Internet. C'est là l'essentiel à développer au cours de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au Rwanda. Arrestation de 5 hommes à la suite d'une attaque meurtrière. Le drame avait fait 14 morts dans la nuit du vendredi dans le nord du pays. La police rwandaise a présenté les présumés coupables à la presse. Reportage. Les hommes arrêtés, auteurs de l'attaque, ont été présentés au public par la police dimanche soir. Ils ont à l'occasion affirmé être des rebelles du Front démocratique de libération du Rwanda. L'attaque a été menée près des frontières congolaises et ougandaises, dans une région qui a par le passé déjà été la cible de rebelles rwandais installés en République démocratique du Congo et opposés au gouvernement de Kigali. Le FDLR est l'un de ces groupes rebelles. Fondée par des responsables du génocide rwandais de 1994, cette milice Hutu avait fait quelques 800 000 morts selon l'ONU. Lors d'une opération de riposte durant laquelle les forces de sécurité ont tué 19 terroristes, 5 hommes ont été montrés au public à l'endroit où a eu lieu l'attaque. Dans leur révélation, ils ont affirmé que leur but était de renverser le gouvernement rwandais. Leurs explications, fournies lors d'une conférence organisée par la police, n'ont toutefois pas pu être vérifiées de manière indépendante. Des individus qui ont tué 14 personnes, dont beaucoup à l'arme blanche. Ils les ont trouvés chez eux. Mais les forces de sécurité et les forces rwandaises de défense ont fait du bon boulot. Ils ont pu abattre 19 d'entre eux et 5 ont été arrêtés. C'est une chose importante du fait que la population a pu arrêter certains des assaillants, ce qui est une collaboration qui est la bienvenue pour la sécurité dans la communauté. L'armée congolaise avait annoncé le 18 septembre avoir tué le chef suprême du FDLR, Sylvestre Mudakumura, visé depuis juillet 2012 par un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale. La dernière attaque menée par des rebelles au Rwanda datait de décembre 2018. Une attaque dans le nord-ouest du Nigeria a encore fait assez de victimes. 9 soldats nigérians ont été tués dans une agression menée par des hommes armés qui opèrent dans cette région où ils sèment la terreur, kidnappent les villageois et volent le bétail. Reportage. Un poste militaire a été attaqué dans l'état de Zamfara au Nigeria par des douzaines de bandits. Dans cette action, 9 soldats nigérians ont perdu la vie d'après un haut gradé de l'armée en poste à Gouzo, la capitale de Zamfara. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'événement. Cette attaque semble être une vengeance après que l'armée a tué de nombreux bandits et détruit leur camp de base dans une forêt alentour début octobre. C'est la première attaque importante dans la région depuis 2 mois, depuis que les groupes armés et les autorités ont commencé à mener des négociations pour un cessez-le-feu. La situation est très préoccupante dans cette région où l'on s'inquiète notamment de l'infiltration de groupes islamistes dans ces gangs criminels devenus très puissants au cours des 12 derniers mois. Les communautés rurales ont dû former des milices d'autodéfense pour pallier le manque de policiers et de militaires. Mais ces milices sont elles-mêmes accusées d'exécution de bandits présumés, ce qui exacerbe les violences. Il faut dire que les violences ont causé le déplacement massif des populations de la région vers le Niger voisin et les Nations Unies se sont récemment inquiétées de la détérioration des conditions humanitaires et sécuritaires.
Toujours en Tunisie, le parti du finaliste à la présidentielle Nabil Karoui, incarcéré depuis août, et son principal rival, le parti d'inspiration islamiste Ennahda, ont tous assuré avoir remporté le plus grand nombre de sièges lors des législatives de dimanche. Ils étaient 7 millions de Tunisiens convoqués aux urnes pour cette élection qui doit désigner les 217 députés. Sans donner de chiffres, le parti du finaliste à la présidentielle Nabil Karoui, Kalb Tounes, a assuré être arrivé en tête du scrutin selon les résultats préliminaires recensés dans les bureaux de vote. Son principal rival Ennahda, donné au coude à coude avec Kalb Tounes, dont les sondages officieux ce dimanche a également assuré lors d'un point de presse au siège du parti, avoir engrangé le plus grand nombre de voix. 2 sondages publiés après la fermeture des bureaux de vote par des instituts tunisiens ont donné Ennahda en tête avec 40 sièges sur 217. Il donne Kalb Tounes, le parti de Nabil Karoui, en deuxième position avec 35 sièges selon le sondage Emrod et 33 pour le sondage Sigma. Le mouvement Karama de l'avocat islamiste populiste Sefdin Maklouf est crédité de 17 à 18 sièges et quasiment toutes les autres listes sont en deçà. Si ces sondages se confirmaient, le Parlement serait extrêmement morcelé entre des partis peu enclins à négocier après une campagne à couteau tiré. Les députés élus devront à l'arrivée former des alliances afin de dégager une majorité autour d'un gouvernement. Ils étaient 7 millions de Tunisiens convoqués aux urnes pour élire leurs 217 députés. Au Zimbabwe, les autorités ont annoncé une augmentation de plus de 25% du prix des carburants. Une énième hausse des prix à la pompe depuis le début de l'année dans ce pays, confronté à une crise économique catastrophique et une inflation galopante. Reportage. Dans un communiqué publié dimanche, l'agence zimbabwéenne de régulation de l'énergie a indiqué que le litre de diesel passe avec effet immédiat à 15,64 $ zimbabwéens et celui de l'essence à 14,97 $ zimbabwéens. Une énième hausse des prix à la pompe depuis le début de l'année dans ce pays. En janvier, le gouvernement avait déjà quasiment triplé les prix des carburants, une hausse ensuite suivie d'augmentations régulières. L'annonce du mois de janvier avait provoqué un mouvement de contestation violemment réprimé par les forces de sécurité. Au moins 17 personnes en son temps avaient été tuées et des dizaines blessées quand l'armée avait tiré sur les manifestants. Avec ces nouvelles augmentations, un plein de carburant représente désormais plus du salaire mensuel d'un cuisinier ou d'un agent d'entretien et près de la moitié du salaire d'un médecin du secteur public. Réagissant dimanche sur son compte Twitter, le principal parti d'opposition, le Mouvement pour le changement démocratique MDC, a estimé qu'à travers cette nouvelle hausse des prix, le gouvernement ajoute encore plus de détresse au quotidien des Zimbabwéens qui souffrent déjà. Depuis près de 2 décennies, le Zimbabwe est empêtré dans une crise économique et financière. Ruiné par le chômage de masse et la dévaluation de sa devise, le pays manque d'argent liquide, d'essence, d'électricité et d'eau, pendant que l'inflation s'envole. Parcourir 500 km à pied à travers le Mali pour interpeller les autorités sur l'état désastreux de l'école de son village. C'est le défi que vient de relever un professeur d'allemand d'une trentaine d'années, déterminé à faire bouger les lignes. Reportage. À travers brousse, comme sur le goudron chaud de la route, sous le soleil comme sous la pluie, Tiekoro Dabo a marché pendant 12 jours, du 18 au 30 septembre, en pleine période de rentrée scolaire de la région de Kayes, près de la frontière sénégalaise, où il a passé ses vacances, jusqu'à Bamako. Hébergé temporairement chez un ami dans la capitale, le jeune homme montre à qui veut les voir de grandes photos imprimées de l'école de son village natal de Nahandi, où il a passé son collège et lycée. Toit défoncé, maintenu par une fourche en bois et mur inexistant, remplacé par la paille. Le but, c'était la reconstruction de l'école de Nahandi, mon village, là où j'ai fait mon cycle fondamental. Parce que depuis des années, l'école traverse une sérieuse crise. Et pour cela, moi, en tant que citoyen, en tant que digne fils de la localité et du Mali en général, je me sens interpellé. En tant qu'enseignant, je me sens interpellé. Parce que l'éducation, c'est non seulement un droit, mais aussi un devoir.
j'ai préparé ça de mon propre fonds parce que je sais que je dois contribuer pour ce pays-là. Je dois contribuer pour ces enfants-là. Alors quand j'ai démarré le premier jour, j'ai rencontré pas mal de péripéties, pas mal d'hostilités sur la route. Parce que j'ai été au premier départ, même abattu fortement par la pluie ces jours-là. Mais j'étais tellement déterminé dans la tête que je ne voulais pas arrêter, je voulais continuer parce que je pensais toujours à ces enfants-là qui sont dans des conditions très misérables. Vraiment, il fallait partir. À son arrivée à Bamako, il a été reçu au ministère de l'Éducation où, dit-il, on lui a promis de reconstruire l'école de son village courant 2021. En attendant, Tiekoro Dabo ne va pas retourner dans l'immédiat dans sa région du sud-ouest. Il va rejoindre Massina où il a été affecté il y a 1 an, au cœur de la région du centre du pays où les violences attribuées tant au groupe djihadiste qu'à des milices d'autodéfense ont fait des centaines de morts depuis 2015. L'escalade à Hong Kong ne faiblit pas. Plusieurs manifestations violentes ont encore eu lieu ce lundi. Dans ce contexte, un membre du conseil exécutif a déclaré que le gouvernement hongkongais envisageait de limiter l'accès à Internet. 3 jours après l'interdiction du port du masque dans les rassemblements, un membre du conseil exécutif hongkongais a annoncé l'intention du gouvernement à limiter l'accès à Internet. Contrairement à son objectif, l'interdiction du port de masque a attisé la contestation. En effet, Internet est un outil indispensable pour le mouvement pro-démocratie qui utilise les forums en ligne et les messageries cryptées pour organiser les actions de la contestation. Le porte-parole de l'exécutif a cependant souligné que restreindre l'accès à Internet pourrait avoir des conséquences néfastes pour Hong Kong. De nombreuses stations de métro ont été vandalisées par des groupuscules radicaux et une bonne partie du réseau est restée à l'arrêt pendant 3 jours consécutifs. Carrie Lam a pris cette mesure après avoir rencontré le conseil exécutif, l'estimant nécessaire afin de mettre fin à 4 mois d'une contestation sans précédent. Lundi, 2 premières personnes ont comparu pour avoir enfreint cette interdiction, un étudiant et une femme de 38 ans. Les 2 prévenus ont été accusés de rassemblement illégal, un fait passible de 3 années d'emprisonnement et d'avoir enfreint l'interdiction de porter un masque dans des rassemblements publics qui prévoit une peine maximale d'1 an de prison. Tous 2 ont été libérés sous caution. Beaucoup d'opposants à cette interdiction redoutent qu'elle ne soit que le prélude à l'adoption de nouvelles mesures d'urgence par les autorités. Depuis le 1er octobre, le mouvement de colère s'est intensifié. Sachez cette information que nous refermons ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie de nos programmes.